J'ai 85 ans. Je dis ça sans dramaturgie, sans chercher à impressionner qui que ce soit. C'est juste un fait. 85 ans, et je suis assis là, sur ce canapé, comme presque chaque soir depuis, je ne saurais même plus dire combien d'années. Ce coussin à ma gauche est un peu affaissé. Je ne l'ai jamais fait réparer. Je crois que je me suis habitué à sa forme, à la façon dont il s'incline légèrement vers moi. On s'accommode des choses. On s'accommode de beaucoup de choses en vieillissant. J'ai toujours cru que si je faisais ce qu'il fallait, tout irait bien. C'était ma conviction profonde. Pas une théorie. Non, quelque chose de plus ancré que ça. Quelque chose qu'on m'avait transmis sans même me le dire avec des mots. Par l'exemple, par la façon dont mon père rentrait le soir, posait sa veste sur la chaise et ne se plaignait jamais. Un homme debout, c'était un homme qui tenait, qui assurait, qui ne laissait pas voir la fatigue, parce que la fatigue, ça n'aidait personne. Alors j'ai tenu. Pendant des décennies, j'ai tenu. J'ai travaillé. J'ai été ponctuel, fiable, constant. J'ai payé les factures avant qu'elles soient en retard. J'ai maintenu la voiture en bon état. J'ai réparé ce qui se cassait dans la maison. J'ai fait les choses qu'on attendait d'un homme comme moi, dans une vie comme la mienne. Et honnêtement, je ne dis pas ça pour me plaindre, je croyais que c'était suffisant. Je croyais sincèrement que c'était ça, aimer. Marie le savait, je pense. Elle le savait que c'était ma manière à moi. Marie, c'était ma femme. 43 ans ensemble. Elle avait ce sourire un peu de côté quand elle voulait dire quelque chose sans faire de conflit. Un sourire patient. Elle était plus patiente que moi sur beaucoup de choses. Elle comprenait les silences. Elle savait lire derrière les actions ce que je n'arrivais pas à formuler avec des mots. Et moi, je pensais que c'était normal. Qu'elle comprenait parce qu'il n'y avait rien d'autre à comprendre. Que travailler, assurer, ne jamais manquer à ses obligations, c'était le plus grand des langages d'amour. Je n'avais pas tout à fait tort, mais je n'avais pas tout à fait raison non plus. Le soir où Marie est partie, la maison était propre, ordonnée. Tout fonctionnait. Le chauffage, la cuisine, la lumière du couloir que j'avais remplacé 3 semaines avant. Tout était en ordre. Et je me suis assis là, exactement là où je suis en ce moment, et j'ai regardé cette pièce silencieuse, cette pièce que j'avais maintenue pendant des décennies, et pour la première fois, je n'ai pas su quoi faire de ce silence. Pas parce qu'il était nouveau, mais parce que je réalisais, peut-être pour la première fois vraiment, que j'avais confondu 2 choses pendant toutes ces années. La responsabilité et la présence. Ce ne sont pas la même chose. On peut être présent physiquement dans une pièce et être à des kilomètres de la personne qui est à côté de vous. On peut assurer chaque besoin matériel d'une famille et passer à côté de conversations qui auraient tout changé. Je ne le savais pas. Ou peut-être que je le savais vaguement, quelque part, mais je n'avais pas le temps d'y penser. Il y avait toujours quelque chose à régler, quelque chose à préparer, quelque chose à anticiper. Les années passent sans bruit quand on est occupé. C'est troublant, ça, quand on y pense vraiment. Le temps ne crie pas, il ne vous prévient pas. Il passe, doucement, pendant que vous avez la tête ailleurs. Mes enfants ont grandi, mon fils, ma fille. Et je les regardais grandir avec une sorte de fierté discrète, mais de loin. Pas parce que je ne les aimais pas. Dieu sait que je les aimais. Mais parce que j'avais tellement intériorisé l'idée qu'un père fort, c'est un père qui ne se laisse pas déborder par l'émotion. Un père présent, c'était un père qui allait chercher les médicaments à 3 heures du matin quand il le fallait. Pas un père qui s'asseyait par terre dans leur chambre pour parler de leur peur. Je rentrais le soir, fatigué. Marie voulait parfois parler. Pas de grandes choses, de petites choses, de ce que les voisins avaient dit, de ce qu'elle avait lu, de ce qu'elle ressentait. Et moi je l'écoutais. Oui, mais avec une partie de mon cerveau déjà tournée vers le lendemain. Vers le rendez-vous du matin. Vers la liste de choses que je n'avais pas encore faites. Elle le sentait, je crois. Elle ne le disait pas. Elle souriait, ce sourire de côté, et elle allait préparer le dîner. J'ai longtemps cru que le temps était large, presque infini, qu'il y aurait d'autres soirées pour parler plus longtemps, d'autres week-ends pour être pleinement là, sans cette voix en arrière-plan qui récitait les choses à ne pas oublier. J'ai longtemps cru qu'à la retraite, tout cela changerait,
qu'on aurait du temps, enfin. Du temps pour tout ce qu'on avait mis de côté. On a eu quelques années. Bonnes, dans l'ensemble. Mais pas autant que je le pensais. Et c'est là, assis sur ce canapé après sa disparition, que j'ai commencé à voir les choses différemment. Pas avec colère. Je n'ai jamais été un homme de colère, mais avec une clarté que je n'aurais pas souhaitée. Les souvenirs qui me revenaient le plus souvent, ceux qui avaient le plus de poids dans ma mémoire, n'étaient pas liés à ce que j'avais fourni. Ils étaient liés aux rares moments où je m'étais arrêté. Vraiment arrêté. Une fois, au bord d'un lac, en vacances, quand les enfants étaient encore petits, j'avais posé tout ce que j'avais dans la tête et j'avais juste été là. À écouter l'eau, à regarder ma fille rire d'un rien. 1 heure, peut-être 2. Mais cette heure-là pesait plus lourd que des années entières de diligence silencieuse. C'est là que j'ai commencé à comprendre que certaines distances ne naissent pas d'un conflit. Elles naissent d'un manque d'attention répété, d'un millier de petits moments où on choisit, sans vraiment choisir, d'être ailleurs, pas méchamment, pas par indifférence, juste par habitude, par étourderie, par cette conviction sourde qu'il y aura toujours une autre occasion. Et je m'assois encore ici, certains soirs, à me demander combien de fois j'ai laissé passer ce qui comptait vraiment, parce que j'étais trop occupé à faire ce qui était nécessaire. On ne remarque pas l'éloignement quand il se fait doucement. C'est peut-être la chose la plus difficile à accepter. Si quelqu'un vous avait dit, à 40 ans, à 50 ans, tu es en train de t'éloigner de ceux que tu aimes, vous auriez protesté, vous auriez dit que c'est faux, que vous êtes là, que vous faites tout pour eux, et vous auriez eu raison, d'une certaine manière, mais seulement d'une certaine manière. Mes enfants ont commencé à avoir leur propre vie, comme c'est normal. Mon fils s'est marié, a eu des enfants, ma fille aussi. La famille a grandi, s'est déployée dans des maisons différentes, dans des villes un peu plus loin. On se voyait aux fêtes, à Noël, parfois l'été. On s'appelait le dimanche. C'était bien. C'était même beau, dans un sens, voir ce que Marie et moi avions construit se ramifier, prendre de l'ampleur, continuer sans nous au centre. Mais il y avait quelque chose que je ne savais pas faire. Je ne savais pas créer ce qu'on pourrait appeler une intimité émotionnelle. Les conversations profondes, les confidences, les moments où on parle de ce qu'on ressent vraiment. J'avais appris à les esquiver sans même m'en rendre compte. Non pas parce que ça me mettait mal à l'aise, enfin pas tout à fait, plutôt parce que j'avais grandi avec l'idée qu'un homme solide ne se dépose pas comme ça, qu'on ne parle pas de ses doutes, de ses peurs, de ses regrets. On les range, on avance. Et donc mes enfants ne savaient pas vraiment ce que je portais. Et moi, je ne savais pas toujours ce qu'ils portaient. On s'aimait, de ça je suis certain, je ne l'ai jamais douté. Mais on s'aimait un peu comme on s'aime à travers une vitre. On se voyait, on se souriait, on s'envoyait de la chaleur, mais il y avait quelque chose entre nous qu'aucun de nous n'avait vraiment eu l'initiative de traverser. Mon regret le plus profond, si je dois en nommer un, c'est celui-là. Pas une dispute, pas une erreur précise, pas un moment dramatique que je pourrais montrer du doigt et dire « Voilà, c'est là que j'ai tout raté ». Non, mon regret, c'est plus discret que ça, et c'est peut-être pour ça qu'il est plus lourd. C'est d'avoir toujours attendu d'être moins occupé pour dire certaines choses, d'avoir remis à plus tard des conversations qui n'ont finalement jamais eu lieu, pas parce que quelqu'un les a refusées, simplement parce que le moment ne semblait jamais tout à fait juste, ou parce que j'avais peur, oui, peur, de ne pas savoir comment commencer. Il y a une chose que je n'ai jamais dite à mon fils, une chose simple. Je voulais lui dire que j'étais fier de lui, pas pour ce qu'il avait accompli, mais pour l'homme qu'il était devenu, pour sa douceur avec ses propres enfants, pour la façon dont il regardait sa femme. J'ai pensé à le lui dire des dizaines de fois. Je trouvais toujours que ce n'était pas le bon moment, qu'on était pressé, qu'il y avait du bruit autour, que ça ferait trop solennel, que ça l'embarrasserait peut-être. Je ne l'ai pas encore dit. Pas vraiment. Pas avec les mots qu'il fallait. C'est ça, la perte dont on ne parle jamais. On parle de la mort, de la séparation, du deuil. Mais personne ne parle de cette autre perte, celle des mots qu'on n'a pas prononcés, des gestes qu'on a retenus, des instants qu'on a laissés passer en se disant qu'il y en aurait d'autres. La perte ne commence pas avec la mort, elle commence bien avant.
Elle commence la première fois qu'on reporte une conversation importante, et puis la deuxième fois. Et puis ça devient une habitude si naturelle qu'on ne la reconnaît même plus comme une perte. La vieillesse ne crée rien. Elle révèle seulement ce qu'on a laissé en suspens. J'ai mis longtemps à accepter cette phrase-là, parce qu'elle ne vous laisse pas d'excuses commodes. Elle ne dit pas que vous étiez mauvais, ou indifférent, ou égoïste. Elle dit simplement que ce que vous n'avez pas construit consciemment, dans vos relations, dans vos présences, dans vos mots, la vieillesse va vous le montrer, clairement, sans détour, avec cette précision un peu cruelle du temps qui s'étire quand il n'y a plus rien qui le presse. Vivre seul, ce n'est pas seulement une question d'âge. Ce canapé, il est là depuis 30 ans. Marie et moi l'avions choisi ensemble dans un magasin un samedi après-midi, et on n'avait pas réussi à se mettre d'accord sur la couleur, alors on avait pris le plus neutre. Ce canapé a vu des dizaines d'années de vie familiale, les enfants qui sautèrent dessus quand ils étaient petits, les dimanches avec le journal, les soirées devant la télévision. Il a tout vu. Et maintenant, il me voit, moi, assis seul au même endroit presque chaque soir. Je ne dis pas ça pour attendrir qui que ce soit. Je le dis parce que c'est la vérité, et parce que la vérité a plus de valeur que le confort. J'ai aimé profondément. Ça, je le sais. Je n'en doute pas une seconde. Mais j'ai aimé souvent de la mauvaise distance. J'ai aimé en croyant que s'occuper des choses, c'était s'occuper des gens. J'ai aimé en reportant la proximité à plus tard, comme si le cœur humain pouvait attendre indéfiniment sans s'habituer à l'absence. Le temps n'est pas cruel, il est précis. C'est peut-être la leçon la plus difficile à recevoir. Il ne vous punit pas, il ne vous récompense pas non plus. Il mesure simplement, avec une exactitude implacable, la qualité de ce que vous avez construit pendant qu'il passait. Et à 85 ans, assis sur ce canapé, vous voyez le résultat avec une clarté que vous n'aviez pas à 40, à 50, à 60. Alors je vous dis ce que j'aurais voulu qu'on me dise. N'attendez pas d'être plus libre. Vous ne le serez jamais vraiment, pas de la façon dont vous l'imaginez. N'attendez pas que les enfants soient plus grands, que le travail soit moins dense, que la vie soit moins compliquée. Elle ne se simplifie pas comme ça. Elle se complique différemment, c'est tout. N'attendez pas une perte pour comprendre la valeur de la présence. C'est la leçon la plus vieille du monde, et pourtant on est presque tous obligés de l'apprendre trop tard, chacun à notre façon. Dites ce que vous avez à dire. Aujourd'hui, cette semaine. Pas dans une formulation parfaite, pas dans un moment solennel, juste dans un moment ordinaire, parce que c'est dans les moments ordinaires que les choses importantes trouvent leur place naturellement. Asseyez-vous plus souvent sans avoir quelque chose à régler. Écoutez sans préparer votre réponse. Restez dans la pièce, vraiment dans la pièce, avec les gens que vous aimez. Je m'assois encore ici la plupart des soirs. Je regarde cette pièce silencieuse, bien tenue, ordonnée. Je pense à Marie. Je pense à mes enfants. Je pense à toutes les conversations qui ont eu lieu et à celles qui n'ont pas eu lieu. Et j'espère simplement, sincèrement, du fond de ce que je suis, que vous ne mettrez pas 65 ans à accepter ce que j'ai fini par comprendre. Le temps est précis, et il passe.